La grande équation. Ici Normand Mousseau. Bienvenue à La Grande Équation, une émission qui vous offre un regard sans prétention sur le monde de la science. Aujourd'hui, les cristaux impossibles. Il y a trois grandes différences entre le prix Nobel de chimie dont on parle aujourd'hui et les prix Nobel traditionnels tels que ceux qui ont été donnés en médecine et en physique cette année. Premièrement, le prix Nobel de chimie n'est pas basé sur une avancée technologique récente. En gros, on aurait pu faire la même découverte il y a 50 ans ou 60 ans. Deuxièmement, la découverte ayant mené au prix Nobel de chimie, les quasi-cristaux, contredisent non seulement des lois physiques, mais des lois mathématiques. Et c'est peu banal. Finalement, la découverte a été faite par un seul chercheur qui a dû se battre contre l'establishment pour faire passer cette découverte. Et c'est de ces différences-là dont je voudrais vous parler aujourd'hui, car au-delà même de la découverte, au-delà même du prix Nobel de chimie de cette année, elles éclairent un peu la nature de la science, comment celle-ci fonctionne. Mais avant de parler de ça, rendons justice à Daniel Shechtman, physicien israélien et récipiendaire du prix Nobel de chimie 2011. En avril 1982, c'est-à-dire il y a à peu près 30 ans, Shechtman, qui avait alors 41 ans, était en congé sabbatique, en séjour sabbatique, au bureau des standards américains. Il passait donc une année à étudier une classe d'alliage à base d'aluminium et de manganèse. Pour ce faire, il utilise ce qu'on appelle un microscope électronique en mode de diffraction. C'est-à-dire que plutôt que de regarder les atomes directement, il envoie des électrons qui passent à travers ces échantillons et montre non pas la position des atomes, mais plutôt les grandes lignes indiquant la symétrie présente dans le cristal et aussi sa qualité d'ordre dans le matériau. À sa grande surprise, ces mesures-là montrent une symétrie particulière, une symétrie pentagonale, c'est-à-dire à 5 côtés, qui est interdite par la cristallographie. Bien que ce soit impossible, cette mesure est là. Alors évidemment, il se pose des questions et il vérifie pour de possibles erreurs ou des artefacts associés avec des cristaux bourrés de défauts. Mais après plusieurs mesures, plusieurs tests, il se convainc que c'est pas le cas. C'est facile de se convaincre soi-même, mais il fallait ensuite essayer de convaincre ses collègues. Et ça, ce ne fut pas une mince affaire. En effet, la communauté des cristallographes est une communauté assez conservatrice parce que elle est basée sur des théorèmes, sur des théories qui ont déjà une centaine d'années et qui n'avaient pas bougé du tout depuis ce temps-là. Donc, c'est une communauté qui en a vu d'autres et qui se laisse pas facilement perturber. Les collègues de Shechtman sont donc très sceptiques et ils lui suggèrent qu'il a fait des erreurs, que ses échantillons sont de mauvaise qualité et que lui n'a pas su vraiment voir ça. Et il se laisse berner. Mais Shechtman continue et poursuit son travail de conversion et grâce au soutien de quelques collègues, 2 ans après sa première découverte, un premier article est finalement publié, non pas dans une revue de cristallographie, mais dans la prestigieuse revue de physique, la Physical Review Letters. Et pour y parvenir, Shechtman a suivi les conseils de son hôte au bureau des standards, John Kahn, qui lui a dit, écoute, enlève toute référence à des explications et présente plutôt la matière brute, les résultats bruts, et à ce moment-là, ce sera aux autres physiciens, aux autres chercheurs de fournir une explication. Et cette façon-là évite à Shechtman de se faire trop d'ennemis et lui permet de publier son article. Et immédiatement, la publication de cet article-là fait le tour du monde et intéresse un grand nombre de physiciens et de chimistes. Les expérimentateurs à travers la planète se lancent dans la reproduction de l'expérience et y réussissent très rapidement, montrant qu'en fait, Shechtman avait raison. Les théoriciens de leur côté sont tout excités parce qu'on aime toujours, comme théoricien, voir une théorie éclater ou
un théorème qui ne tient pas la route parce que ça ouvre la possibilité d'ouvrir la science à de nouvelles questions. Et très rapidement, deux physiciens, Deuil, Levine et Paul Steinhardt, proposent une première explication du phénomène, une explication qui va être publiée seulement 6 semaines après l'article original. Donc, on voit que les choses se passent très rapidement. C'est qu'en particulier, les théoriciens avaient une longueur d'avance sur les expérimentateurs. Parce que dès les années 1960, les mathématiciens s'étaient intéressés au problème de comment on peut remplir l'espace, comment est-ce qu'on peut mettre des blocs qui vont occuper tout l'espace jusqu'à l'infini, c'est comme ça que les mathématiciens pensent, non pas en organisant les blocs de manière régulière, ce qu'on appelle périodique. Par exemple, quand vous faites le plancher de votre salle de bain ou de votre cuisine, la céramique que vous avez achetée sera quoi? Des carrés, des triangles, des losanges, et vous allez les assembler, poser ces tuiles-là de manière à former un assemblage régulier qui va se répéter. Et comme ça, vous allez pouvoir remplir le sol de votre cuisine, le sol de votre salle de bain sans laisser de trous où l'eau pourrait passer. Donc, c'est la même question qu'on se pose du côté des mathématiciens. Et en 1974, le mathématicien Roger Penrose, qui a écrit plusieurs livres grand public, est assis dans son lit d'hôpital, il se remet d'une opération et il pense à cette question-là des structures apériodiques et arrive avec son célèbre pavage, qu'on appelle maintenant le pavage de Penrose, où, avec 2 losanges seulement aux formes différentes, on est capable de construire une structure qui ne se répétera jamais et qui pourtant va être capable de s'assembler sans laisser aucun trou sur une feuille en 2 dimensions. Pour voir de quoi ce pavage a l'air, allez sur le site de l'émission www.lagrandeéquation.ca et vous allez trouver quelques images qui vont vous éclairer un peu sur la question géométrique dont on discute aujourd'hui. Toujours est-il qu'on avait dans les années 70, des théories mathématiques qui nous montraient que ça pouvait être possible, et à la fin des années 70, quelques théories même physiques qui prévoient que dans un système bidimensionnel, évidemment, un système en 2 dimensions n'existe jamais vraiment chez nous, on est en 3 dimensions, donc dans un système en 2 dimensions, on pouvait avoir une transition de phase, un changement. Donc, on part d'un cristal bidimensionnel. Si on le chauffe, on n'arrive pas au liquide, comme quand on fait fondre la glace et on forme de l'eau. Mais on passe par une phase intermédiaire qu'on appelle la phase hexatique, qui, elle, serait apériodique au niveau local, serait désordonnée, mais présenterait des symétries à longue portée, pas des symétries interdites, mais dissocierait, si on veut, la question de symétrie à longue portée avec l'ordre à courte portée qu'on imagine normalement dans un cristal. Malgré ces théories-là, évidemment, tout ça restait un petit peu abstrait jusqu'à temps que Shechtman et ses collègues arrivent avec ces mesures-là expérimentales qui nous disent que ce n'est pas que dans le monde fictif à 2 dimensions qu'on retrouve ces structures-là, mais qu'elles pourraient aussi exister dans un vrai système avec des vrais atomes en 3 dimensions. Rapidement après la publication de l'article, on s'intéresse à cette question et on remet donc en doute la nature même de ce qu'on appelle un cristal. Et dès 1986, on a la première grande conférence internationale qui attire des centaines de chercheurs sur le sujet des quasicristaux. Et pour autant, la controverse ne meurt pas complètement. Ici Normand Mousseau. Nous discutons aujourd'hui à La Grande Équation de cristaux impossibles qui ont mené au prix Nobel de chimie. Après la découverte par Shechtman de cet ordre interdit dans les cristaux, tout le monde n'est pas d'accord avec l'interprétation offerte. Et entre autres, le chimiste Linus Pauling, un géant dans le domaine de la cristallographie, qui avait obtenu un prix Nobel de chimie dans les années 1940 pour sa découverte de la structure des protéines, ce qu'on appelle l'hélice alpha, et qui avait obtenu un 2e prix Nobel 20 ans plus tard, un prix Nobel de la paix cette fois-là pour ses travaux contre la guerre nucléaire. Donc Linus Pauling sort et se fait très, très agressif en disant que Shechtman ne sait pas travailler avec le microscope électronique et qu'il ne comprend pas ce que lui sait depuis longtemps, que lorsqu'il y a plusieurs défauts dans un cristal, on peut souvent être porté
à apercevoir des structures interdites, mais que ces structures-là sont un artefact et ne représentent pas la réalité